Par la suite, je prendrai les questions par main levée. Anybody, les sœurs de la perpétuelle indulgence, Bibi et Zagada, bienvenue. Mathieu de Portail. Salut, ben, premièrement, merci pour l'organisation de ça, Jordan. Merci, Benoît, pour la présentation. C'était vraiment intéressant. Euh, Deux petites questions, là. La première, très rapide, je pourrais faire des recherches Google moi-même, mais étant donné que tu es là, je pense que je vais t'utiliser comme Google. Mais quand tu parles de gratuité pour les autres provinces et territoires, on parle autant des antirétroviraux comme traitement que PrEP. Oui, Oui. oui. OK. Le portrait que j'ai fait à l'origine, c'était surtout pour le traitement, mais de ce que je comprends, Colombie-Britannique, Manitoba, tout ça, la PrEP est prise en compte. Puis si je Mhm. pense au Québec en particulier, c'est ce que je vise aussi. La façon que le système est fait au Québec, le gouvernement ne sait pas pour quelle raison on utilise un médicament. Ça, c'est le pharmacien, quand il transmet une réclamation là, à l'assureur, il ne transmet pas l'indication. Alors, la Mhm. liste des médicaments qui sont couverts par le gouvernement, par les assureurs, est couverte sur la présomption que chacun de ces médicaments-là va être utilisé pour l'indication qui est souhaitable. Mhm. Puis, donc, on ne transmet pas l'information sur l'indication. Donc, si je demande du Truvada, on va dire le Truvada, c'est un médicament qui peut être utilisé pour le traitement et pour la prévention du VIH. Ouais. L'assureur ne le sait pas si c'est pour la prévention. Naturellement, il pourrait le deviner parce que le Truvada n'est pas donné tout seul pour quelqu'un qui a Mhm. pas, tu sais, qui a le VIH. Mais cette personne-là, en principe, là, tu sais, c'est un logiciel informatique qui reçoit cette information-là. Donc, cette personne-là n'est pas reconnue comme telle. Mhm. OK, c'est intéressant, merci. Deuxième petite question, soit dans la revue de littérature ou dans un peu le plaidoyer que vous comptez faire avec tout ça éventuellement, ou qu'on compte faire ensemble avec tout ça, est-ce que vous avez inclus des mesures sur le coût-efficacité? Peut-être que ça m'a manqué, mais tu sais, on parle d'indicateurs en lien avec la santé, etc. Mais est-ce que ce qu'on peut sauver éventuellement en prévention, ça rentre soit dans votre revue, soit dans ce qu'on peut faire avec après? Excellente question, Mathieu. En fait, c'est ça que je voulais faire. Fait que tiens, on appelle ça de la pharmacoéconomie. En général, quand on évalue une approche de santé, on évalue non seulement son bénéfice sur la santé, mais aussi, puis non seulement son coût, mais l'un envers l'autre. Fait que, tu sais, le fait d'éviter des infections, en principe, ça permet de sauver des coûts de santé. Fait que, est-ce que l'augmentation du coût, tu sais, les 60 millions ou Oui. 80 millions de plus qu'on serait obligé de mettre, est-ce que ça pourrait être compensé par les améliorations, la réduction du nombre d'infections, etc. Le problème, c'est que j'avais pas les ressources. Vous voyez, depuis le début, là, moi, je suis un pharmacien. Mon travail, c'est de suivre des patients dans la clinique. Tu sais, j'ai pas de temps dans mon horaire là, prévu pour faire de la recherche. Puis quand je fais de la recherche, vous l'avez vu, là, c'est tout, j'ai mis des photos d'étudiants. Là, c'est tout des étudiants qui acceptent de Mhm. me donner du temps, tu sais, du temps gratuit, si on veut. Fait que c'est pour développer une approche, une recherche en pharmacoéconomie, il aurait fallu que j'aie beaucoup plus de temps, beaucoup plus de ressources. Mais écoutez, si, tu sais, si je vois que ça passe pas ou si je vois qu'il y a personne qui veut m'aider puis que c'est la seule chose que je peux faire, probablement que ma prochaine initiative de recherche, ce serait ça. Ce serait d'aller Ouais. faire une étude de pharmacoéconomie, mais on s'embarque là pour quelques années puis beaucoup de ressources. Il va falloir que j'aille chercher du financement pour réussir à faire ça. Mais ultimement, c'est ce qu'on veut savoir. C'est probablement ce que les comptables au gouvernement qui nous dirigent vont vouloir savoir. C'est, tu sais, what's in it for me? Là, tu sais, qu'est-ce que je vais Mhm. retrouver en dépensant comme ça? Fait que, Mhm. effectivement, là, je ne l'ai pas la démonstration de ça. On sait que, de façon générale, de prendre des médicaments, ça sauve des coûts de santé, mais est-ce que le fait de les rendre gratuits en Ouais. plus, ça fait vraiment une différence? Mais ça, je Mhm. ne l'ai pas démontré. Je le soupçonne, mais je ne l'ai pas démontré. Ouais. Et Intéressant, merci. Mathieu, d'ici, je sais pas, à la fin de la journée, si tu avais une manière de réitérer ta question pour ma transcription, je pense que vos connaissances et terminologies par rapport à la pharmacoéconomie me dépassent un peu intellectuellement. Alors, c'est pour ça que ce n'est pas urgent de le faire maintenant, mais à un moment donné, ça serait cool. Tu parles à J'ai Mathieu ou tu parles à moi? Je demanderai à Mathieu juste de OK. réitérer la question qu'il a posée sur la Ouais, ouais. pharmacoéconomie, si tu veux le faire dans le chat ou par courriel ou autre. OK. Pour ma Parfait. transcription, ça serait apprécié. Je ne l'ai pas bien noté. Et parce que c'est très pertinent et ça rejoint aussi une grande fascination que j'ai comme personne vivant avec VIH de faire une modélisation des coûts en couvrant la PrEP et sans couvrir la PrEP, parce qu'évidemment, on sait qu'on veut les deux, on veut le total. Mais si on entrait en négociation, est-ce qu'il y aurait un monde dans lequel on accepterait le moins? Je sais pas. Sœur Bibi, modératrice du panel sur le VIH et le vieillissement au panel Savoir comment on trade, bonjour. Allô, allô.
Donc, c'est plus un commentaire qu'une question. J'aime beaucoup le scénario 1. Pour moi, ce serait l'idéal. Euh, je voulais en fait commenter sur le statu quo pour les personnes qui travaillent, mais qui travaillent avec un salaire dérisoire, là. Quelqu'un qui travaille à temps partiel ou tu sais, à temps plein, mais à 18-20 pièces de l'heure. On vient pas riche, hein, quand on travaille dans le communautaire, entre autres, là. Donc, c'est ça qu'il faut tenir compte aussi. Les personnes qui n'ont plus, sont plus assurées, assurées par le régime public. Mais là, le 100 pièces par mois, là, ben, ça fait beaucoup d'argent. Même Ouais. si tu es un travailleur, mais tu es, un travailleur à 20 pièces de l'heure, là, ça fait mal, 20 pièces par mois. Ça fait C'est mal, 100 pièces par mois, oui, je suis d'accord. 100 C'est, pièces. tu sais, moi, je fais beaucoup référence en anglais, ils disent working poors, là, ou en français, des travailleurs pauvres. Alors, c'est des gens qui ont un emploi qui, en principe, là, tu sais, avec le filet social dont on dispose au Québec, là, on devrait être en mesure d'affirmer que ces gens-là ont une situation de santé qui est garantie. Et malgré ça, considérant leur précarité économique, exactement ce que vous venez de décrire, fait en sorte que leur santé est mise en péril. Puis, tu sais, c'est pas suffisant de connaître le salaire d'une personne. Ces personnes-là peuvent avoir des obligations, que ce soit des dépendants à charge. Ils sont pas tous capables de travailler à temps plein. Il y en a qui sont, tu sais, il suffit pas, là, c'est pas obligatoire de travailler à temps plein pour avoir une assurance privée, là. Un temps partiel, tu y as accès aussi, puis ton obligation est la même. Les médicaments, t'apprends pas, on prend pas les médicaments à temps partiel. Fait que, tu sais, les obligations chez les travailleurs pauvres demeurent les mêmes, puis la contribution, c'est pas juste. En fait, les travailleurs pauvres, ceux qui ont une assurance privée, c'est plus que 100 dollars par mois qu'ils doivent payer. Par année, ils vont avoir la même obligation, 1200 dollars, mais leurs 1200 dollars, ils vont devoir le payer en l'espace de 3 4 mois. Puis, je pourrais vous parler de scénario. Là, moi, ça m'arrive d'avoir des patients qui doivent commencer la thérapie, un nouveau diagnostic au mois de septembre. Les plans d'assurance se remettent à zéro, les contributions se remettent à zéro en janvier. Fait que vous imaginez, là, vous payez de septembre à décembre, vous payez 1200 dollars de coûts de médicaments. Puis de janvier à mars, vous recommencez encore 1200 dollars. Ça vous fait 2400 dollars à payer en l'espace de 6 mois de médicaments. Ça n'a pas de bon sens. Il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas dans cette situation-là. Puis, Nancy, la prochaine à poser une question, elle pourrait le corroborer. Moi, j'ai eu des patients qui ont été hospitalisés de longs mois à cause d'une interruption de traitement, à cause des obligations financières. Puis, c'était des gens qui travaillaient, là. C'est des gens qui, en principe, avaient des revenus. C'est pas parce qu'ils refusaient, c'est parce que l'ensemble des contraintes financières faisaient en sorte que ça devenait impraticable. C'est la question un peu la plus pertinente. Je reviendrai juste pour épingler la question qui, pour moi, me rejoint beaucoup, l'éthique de toute la communauté. C'est de Marlowe qui pose la question de A stitch in time saves nine. Si la prévention vaut tant plus que la guérison, quelles sont les manières d'évaluer les coûts de la non-adhésion en raison de ces barrières économiques et de ces prix exorbitants qui étaient à la base les arguments dans les années 90 pour malades sur pied, pour le simple fait d'offrir une couverture semblable à la couverture médicamenteuse pour les médicaments du cancer. Cette fameuse campagne Malade sur pied that I've been meaning to write a paper about for like 100 years. So, Nancy, um, chère pharmacienne et collègue de Benoît au Centre universitaire de santé de McGill, bonjour. Oui, bonjour. Puis félicitations à Benoît pour la très belle présentation. C'était très clairement présenté. Il y a certains concepts qui peuvent être difficiles, mais je pense que c'était bien présenté. J'avais une question pour Benoît, puis peut-être quelques pistes de réflexion sur d'autres stratégies ou façons de pallier peut-être aux obstacles. Euh, Ma question, Benoît, ton scénario 1, c'est Oui. d'aller modifier la loi pour indiquer que dorénavant, il ne peut pas avoir aucun copaiement pour un médicament X. Est-ce que ça existe déjà? Est-ce qu'il y a des précédents? Non. C'est pour ça aussi, je pense que c'est la première personne, le premier commentaire, on disait, tu sais, dans le scénario où on modifie la loi, euh, ça va prendre une volonté politique, là, parce que ajouter une condition à une liste
une liste de conditions. Tu sais, si on rajoute à côté de syphilis, gonorrhée, chlamydia, le mot VIH, ça ne prend pas un changement législatif. Ça ne va pas passer par l'Assemblée nationale, du moins je pense pas. C'est sûr qu'il va falloir que les politiciens se prononcent en faveur, mais disons qu'on n'a pas besoin d'avoir un grand consensus. Par contre, si on prend le scénario 1, il faut modifier la loi. Ça crée un précédent. Il n'y a absolument aucun médicament qui dispose d'une telle exception. Puis là, ben, on prête flanc à les comparaisons. Tu sais, parce qu'après ça, ben, si on rend les médicaments pour le VIH gratuits, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas pour les gens qui ont le diabète ou les gens qui ont besoin de contraceptifs ou des gens qui sont déprimés? Puis là, ben, ça devient un tout autre enjeu. C'est à quel point tu sais, les médicaments sont accessibles, les soins de santé sont accessibles au Canada, au Québec, pardon. J'insiste beaucoup sur le fait que le VIH est une maladie transmissible. Là. Si on parle d'un enjeu de santé publique en particulier aussi. Donc, je pense qu'il y a quand même une voie de passage qui pourrait faire en sorte que ça fonctionne, mais il faut quand même reconnaître que ça prend une certaine volonté politique pour arriver là. Il va falloir qu'on change une loi et créer un précédent et arriver à se distinguer de tous les autres lobbies qui pourraient vouloir faire en sorte que d'autres traitements soient rendus gratuits. Tu sais, on le voit par exemple, le gouvernement canadien, suite aux pressions du NPD, a voulu rendre les les médicaments pour le diabète et les médicaments de la contraception gratuits, un programme universel pour l'ensemble du pays, là, l'ensemble du Canada. Pourquoi ce sont ces produits-là qui ont été choisis? Je pense qu'il y a une question d'acceptabilité sociale. Tu sais, parce que franchement, tu sais, en termes de gravité, diabète, ou ça aurait pu être, je sais pas moi, l'épilepsie, ça peut être, tu sais, je veux dire, pourquoi ces problèmes de santé-là? En fait, je dis problème de santé, mais on s'entend, la contraception, c'est pas un problème de santé, Oui, là, mais c'est c'est un pourquoi. défi. On peut parler de défi facilement, Moi, je j'aime crois. le Ouais. ouais. Et ce que je veux dire, c'est que si on crée un précédent en ouvrant la loi, ben, il faut réussir à démontrer qu'on se distingue du reste, tu sais, il y a un enjeu de santé publique qui justifie de faire cette exception-là, puis arriver à se dégager. C'est plate un peu, là, tu ne peux pas piler sa tête des autres pour obtenir ce que tu veux, mais jusqu'à un certain point, si on veut arriver à un succès avec ce scénario-là, il va falloir arriver à se distinguer. Merci. Puis, au fait, c'était un peu ça ma réflexion là, du scénario 1, c'est que c'est plus difficile peut-être à mettre en pied, à mettre sur place parce que c'est une chose pour le gouvernement de décider qu'ils vont payer davantage pour des médicaments ou des programmes, mais là, c'est qu'ils vont dire aux assurances privées, vous devez payer 100% d'un médicament. Donc ça, ce serait vraiment nouveau. Ce qui m'intéresse dans tes chiffres, par contre, c'est que la différence de coût avec le scénario 1 est vraiment minime. C'est 5% de plus pour le réseau public, 9-10% de plus pour le réseau privé. Vraiment, c'est pas beaucoup. Puis il y a des mesures qu'eux peuvent prendre ensuite pour diminuer la facture des médicaments puis revenir à l'équilibre. Par exemple, la RAMQ, plutôt le ministère de la Santé détermine qu'est-ce qu'ils payent pour un médicament remboursé. Ils peuvent écrire à Compagnie Vive puis à Compagnie Gilead puis dire dorénavant, on vous rembourse le médicament, mais 5% de moins. C'est réglé. Oui. L'assurance privée, c'est problématique. Les pharmacies communautaires, on n'en a pas parlé, mais les pharmacies communautaires, ils ont un prix fixe qu'ils ne peuvent pas dépasser, qu'ils ne peuvent pas charger davantage si un patient est sur la RAMQ. Mais si un patient a une assurance privée, ils peuvent aller chercher plus et plus et plus de profit. Le Québec ici pourrait mettre une loi disant que le pharmacien communautaire, propriétaire, ne peut plus charger davantage. C'est avec l'assurance privée viendrait sauver de l'argent et viendrait compenser ce gap. Fait qu'il y a plein de petites stratégies. Je pense que le scénario 1 pourrait très bien fonctionner. Ah, je te remercie, Merci. Nancy, pour les commentaires. J'ai eu beaucoup d'échanges avec Emmanuel, qui est un des co-auteurs là, sur la fiche que je vais publier pour Halifax. Puis, comme Emmanuel Gagné-Thibodeau, là, ceux qui ne connaissent pas, c'est un pharmacien qui est propriétaire là, d'une pharmacie dans le village. Euh, Autotest il m'a VIH. aidé à réfléchir à ça. Puis, c'est un des enjeux que, comme tu as souligné, Nancy. Moi, je dois simplement faire une petite conclusion pour merci beaucoup. C'est à la base notre sommaire sur le travail de Benoît. Est-ce qu'on commence à réfléchir? Est-ce qu'on essaie de mettre sur pied un comité? C'est une chose que j'avais évoquée. C'est vrai que c'est une question que j'ai, là, tu sais, est-ce que là, je suis posé de rencontrer la santé publique, alors est-ce qu'une initiative d'établir une stratégie pour approcher des politiciens, essayer de faire des revendications, aller voir aussi, tu sais, non seulement le ministère de la Santé, mais aussi l'INSPQ, la santé publique, aller voir